évidemment, c'est vrai, mais les enfants sont résilients. Le fait d'être des gamins qui ont conduit comme ça, qui sont nés et qui ont grandi à l'étranger, c'est des gosses incroyables. C'est hallucinant, en fait. Moi, je me compare à eux, mais c'est moi qui ai une enfance franco-française, mais c'est trop cool. Donc, tu vois, les bénéfices, ils sont évidents et puis tu peux les imaginer facilement. Mais derrière, ce qui est certain, c'est qu'en fait, pour eux, c'est quand même bénéfique, certes, mais ça demande un effort qui est non négligeable. Donc c'est un effort d'adaptation, c'est un effort de tu repars de zéro avec tes copains. Ça paraît des petites choses en fait, mais en fait à l'échelle d'un gamin qui a même 7-8 ans, à l'échelle d'une gamine qui est pré-ado, même à l'échelle d'un petit bonhomme qui s'est fait ses copains à la maternelle et puis c'est fini. En fait c'est dur quoi. À chaque fois les transitions pour les enfants ont été à mes yeux assez longues, assez ardues, et je me suis dit en fait maintenant, donc ok, nous en tant qu'adultes on s'est bien marrés, on a choisi des destinations chouettes, trop bien pour nos boulots, mais maintenant en fait il est temps que on s'ajuste aussi à ce qui marche le mieux pour nos enfants. Et tu vois, ça a été maintenant en fait il faut plus qu'on fasse au gré des postes qui nous sont proposés autres, c'est plus possible. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements ? Emballés. Mes bouquins ? Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Peut-on élever des enfants partout dans le monde sans jamais vraiment les ancrer nulle part ? À quoi ressemble l'enfance lorsqu'on change régulièrement de pays, de langue, de culture, d'amis ? Dans cet épisode puissant et sans filtre, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Ménard, une maman de 5 enfants expatriée depuis plus de 15 ans, qui partage avec nous l'envers du décor d'une vie de famille internationale. Émerveillement, bien sûr, adaptation, évidemment, ouverture au monde, oui, mais aussi perte de repères, choc culturel, solitude et quête d'enracinement. Sophie aujourd'hui lève le voile sur ce que vivent vraiment les enfants que l'on appelle issus de la troisième culture, ces enfants à l'identité plurielle, riches de tout, mais parfois aussi en manque d'un socle. Avec générosité et lucidité, elle évoque les sacrifices invisibles, les choix éducatifs difficiles, l'impact sur l'équilibre familial et son propre virage professionnel motivé par un besoin urgent, celui de comprendre, d'aider et de transmettre. Je vous propose donc aujourd'hui un épisode à écouter absolument si vous avez grandi loin de votre pays d'origine, si vous avez des enfants à l'étranger ou juste si la question des racines, et je me permets un jeu de mots et de vos ailes, vous travaille. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti, let's go, direction l'Europe. Salut, c'est Sophie, je vous parle en direct de Stuttgart. Je suis une maman de 5 enfants qui bosse à temps plein et qui a pas mal voyagé avec mes enfants. On a voyagé et on a vécu en Allemagne. On a voyagé et on a habité en France, en Écosse, à Dubaï et maintenant nous sommes à Lille. Eh ben écoute, je vois quand même que tu es bien rodée à l'art du networking et de la petite présentation rapide. Bonjour Sophie et bienvenue dans le podcast. Tu nous le disais, tu as vécu dans pas mal d'autres coins du monde et tu me disais quand on préparait cet épisode que tu as été une auditrice du podcast quand tu étais à Dubaï d'ailleurs. Dans quel état d'esprit est-ce que tu es rentrée en France aujourd'hui ? Enfin, à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui ? Alors mon quotidien, il ressemble à un quotidien assez classique d'une famille normale, standard, j'ai envie de te dire. Autant à l'étranger, on avait ce petit côté, on est les Français à l'étranger, autant là, on est fondu dans la masse. Donc tu vois, le petit côté exotique, on l'a plus du tout. La seule chose, c'est que on a effectivement des enfants qui sont encore dans le spirit un peu international. Donc à aucun moment on aurait pu se dire en fait nos enfants ils sont comme nous, on change de pays, pouf, on revient tout comme avant. En fait pas du tout, eux ils sont restés, et comme ils ont beaucoup grandi dans des milieux qui étaient pas français, pas forcément francophones, du coup eux on sent qu'en fait c'est pas des enfants exactement comme les autres, et du coup faut qu'on fasse hyper attention à ça. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent pas aussi facilement que des enfants qui ont
qui sont nés et qui ont grandi en France. Clairement pas. On va y revenir justement, c'est super intéressant je trouve cette histoire de racines qu'on a nous en tant que parents, qu'on essaye de transmettre à nos enfants mais avec lesquels ils ont grandi forcément avec un rapport un peu différent. Avant de faire tout ça, je te propose qu'on revienne un petit peu en arrière. Tu as quitté la France il y a un peu plus de 10 ans et tu avais toujours vécu en France jusque-là. Est-ce que tu peux nous raconter à quel moment justement s'est amorcée peut-être cette vie à l'étranger ? Ouais, alors en fait, même si je remonte, ça fait même plus longtemps que je suis à l'étranger. En fait, j'ai fait mes études jusqu'à ce que j'ai eu 20 ans, j'étais vraiment française et je pense que je n'avais même jamais pris l'avion, tu vois, j'étais vraiment franco-française. Le voyage le plus fou que j'ai dû faire, c'était peut-être en Espagne, tu vois. Donc autant dire qu'il s'était pas passé grand-chose, mais c'est très chouette, c'est très sympa l'Espagne. Mais au final, j'avais pas été vraiment une grande globe-trotter et en fait, j'ai eu cette chance de quand j'ai passé mes concours après ma prépa en école de commerce, j'ai eu la chance d'intégrer une école qui proposait un parcours où en fait, tu fais 1 an un pays. Et alors là, je me suis dit, mais c'est juste banco. Et je me suis dit, trop cool. Et en fait, je vais en profiter. Du 2 en 1, tu voyages et en plus, tu fais tes études. Et c'était un parcours et un programme qui était quand même bien rodé, donc assez sécurisant en même temps. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à leur première année facile Paris, 2e année Oxford et 3e année Berlin. Et à partir de là, en fait, je pense que depuis cette période, j'ai dû passer max 3-4 ans en France. Et ça voilà, depuis 20 ans, en fait, je me balade pas, même après avec les enfants, on n'a pas voyagé tout de suite. Mais eux, ça fait depuis, effectivement, plus d'une dizaine d'années qu'ils sont à l'étranger. Que vous êtes en vadrouille. C'est ça. Bien. Et alors, justement, cette découverte de la vie à l'étranger pendant ce parcours entre Paris, Oxford et Berlin, là, en fait, tu sens que tu reviendras pas direct en France, en fait. Enfin, c'est un peu comme, j'allais dire, comme Obélix qui goûte la potion, je perds mes mots d'Astérix, excusez-moi pour les puristes. Mais en gros, tu goûtes une première fois et tu dis, mais j'en ai pas assez, quoi. En fait, tu te dis, pourquoi revenir en arrière ? En fait, pourquoi, après avoir vécu ça, pourquoi je reviendrais m'installer en France, à Paris ? En fait, pour moi, il n'y avait pas de raison. C'est-à-dire qu'il y avait rien qui me retenait en France. Et en fait, à l'issue de ces études, j'ai pris un job, alors, dans une boîte qui était, j'avais un contrat français, mais en fait, j'avais même pas d'appart en fait en France et je passais ma vie à voyager en fait et j'ai adoré et c'était effectivement ça a commencé petit en Belgique et puis après il y a eu la Tchéquie et puis après il y a eu la Chine et puis après enfin bref et après c'est parti et en fait ça m'allait très bien et j'étais très heureuse dans cette vie-là où je revenais en France de temps en temps pour me ressourcer, ça me faisait un bien fou, mais à aucun moment je ressentais le besoin de me poser et de m'installer en France. Absolument pas. Est-ce que tu t'identifies justement cette, en anglais on dit épiphanie, je sais pas si ça se dit trop en français, cette révélation quoi, de se dire pourquoi est-ce que je vais pas revenir et qu'est-ce que tu trouves en fait dans cette vie à l'étranger, cette vie de voyage ? Qu'est-ce que je trouve ? Oh là là, c'est une sacrée question. Alors je pense que et c'est quelque chose que j'ai retrouvé en discutant avec d'autres expats. Donc, il y a d'abord le fait que quand tu es français à l'étranger, tu as ce petit quelque chose de différent. Tu vois, je te disais, là, de retour à Lille, on est clairement dans la masse, on est clairement une famille standard, voilà. Quand t'es à l'étranger et que t'es français, il y a un petit côté où tu sens que t'es différent et tu sens que c'est une différence qui est perçue comme étant valorisée. Donc c'est très bête, mais d'un point de vue égo, je dois reconnaître que c'est quelque chose qui est assez gratifiant de se dire, tu vois, le regard que les gens portent sur toi, c'est de se dire, c'est cool, en fait, ils sont sortis de leur trou, tu vois, il y a ce côté-là. Ils ont osé quelque chose. Et donc le regard, après, moi, on a eu la chance aussi de tomber sur des pays, des cultures, des gens aussi qui ont été hyper cool. Mais en fait, il y avait ce côté où, d'emblée, la façon dont moi j'étais perçue, puis après en couple, et puis ensuite avec les enfants, où d'emblée, en fait, on s'approchait de moi et de nous comme étant des gens ouverts, des gens qui allaient de l'avant. Et en fait, ça donne envie de continuer. C'est assez addictif, en fait. Tu vois, tu commences, tu dis, je me rappelle, au tout début, vraiment, j'ai commencé petit, J'ai commencé avec 9 mois de mission en Belgique. Tu te dis, c'est pas exotique, la Belgique. En fait, pour moi, c'était hyper exotique. En plus, c'était un milieu industriel que je connaissais pas du tout. Et après, pareil, Tchéquie, pareil. Après, Chine, encore plus exotique. Et après, j'étais là, mais c'est hyper cool. Donc, je voyais, j'étais sans enfant, sans mari à l'époque, etc. Je voyais que le côté excitant, nouveau, le côté où en fait j'avais le temps de passer des moments, des vrais moments et avoir des vraies discussions avec les gens sur place. Donc tu vois, c'était pas juste du tourisme où tu passes et où tu vois beaucoup mais tu lis pas de vrais liens. Il y a vraiment des choses chouettes qui se sont passées et en fait
tu te dis, mais en fait, pourquoi s'arrêter? En fait, c'était hyper cool, c'était très grisant. Donc, toi, tu parles d'épiphanie. Pour moi, c'était une période très grisante où, en gros, la question, c'était de se dire, en fait, et après, qu'est-ce que je fais, tu vois? Et après, c'est quoi la prochaine destination? C'était vachement ça, en fait. T'étais pas rassasiée finalement et t'es toujours prête à découvrir quelque chose de nouveau. Complètement. Et alors, donc, ces premières années, elles se font en solo, enfin, au gré des rencontres, des voyages, et puis tu rencontres ensuite ton conjoint. Vos choix de pays, du coup, deviennent guidés par le travail, certes, mais aussi par le couple, parce que il y a le fameux two body problem. Hein. Faut que chacun s'y retrouve. C'est ça. Et puis il y a un moment aussi où les enfants arrivent. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le parcours justement de ces 2 années sans domicile fixe? Ouais, carrément. Donc au début, effectivement, c'était vraiment sans domicile fixe, mais c'était une boîte qui était super et qui, à mes yeux, prenait ça très bien et ça se passait très bien. Et puis après, à un moment donné, on a décidé moi, j'ai quitté ma boîte parce que mon conjoint a décidé de signer un contrat en Allemagne. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, en soi, ça me posait aucun problème de démissionner pour suivre mon conjoint en me disant, yallah, en fait, c'est quasiment sûr que je trouverai un job. Et à l'époque, donc, on était en 2006, 2007. Et moi, en fait, j'avais décidé assez tôt, malgré le fait que je sortais d'une école de commerce, de me spécialiser dans des boulots plutôt IT. Et en fait, c'était assez facile de trouver du boulot. Donc, en fait, j'étais pas du tout en stress par rapport à ça. Et c'était un peu dans mon esprit de me dire, j'ai un conjoint qui kiffe sa boîte. Il y a de grosses chances qu'il y passe un paquet d'années parce qu'il adore sa boîte. D'ailleurs, il y est toujours. Moi, par contre, c'est pas mon cas et j'ai aucun problème à dire au revoir à ma boîte, quitte à revenir plus tard s'il faut, et à me dire, en fait, je me lance je fais un saut dans le vide et j'essaye de trouver un prochain job qui m'ira aussi. Et ça a marché pendant, je dois dire, un paquet d'années, pendant lesquelles, en fait, j'ai réussi à rebondir à chaque fois, en démissionnant, en installant, alors soit juste mon couple, soit la petite famille dans la nouvelle ville, et à partir de là, en me disant, ok, maintenant, niveau taf, je fais quoi? Et en continuant derrière. Et en fait, c'est grâce à ça, quelque part, que j'ai réussi à avoir une carrière quasiment en continu, en ayant mes enfants et en déménageant, en fait. Et la seule chose qui a fait qu'à un moment donné, on a décidé finalement de reposer nos bagages et nos valises à Paris, c'est qu'à un moment donné, j'étais enceinte de notre première, et là, j'ai eu un petit coup de stress en mode, là, j'ai peut-être besoin de ma famille quand même. Et c'est ça qui a fait qu'à ce moment-là, en fait, j'ai eu un petit stress, j'y connaissais rien à la maternité, etc. Et j'ai eu ce sentiment de me dire, en fait, là, j'ai besoin de rentrer. Et c'était pour moi non négociable. Et donc on a réussi à rentrer. On a tous les deux rebondi sur d'autres postes. Moi, dans une nouvelle société, mon mari toujours dans la même. Et puis, au bout de 2 ans, c'était bon. J'avais eu un enfant, même 2. Et là, c'était bon. J'étais prête à repartir. Et là, on est reparti. Donc ouais, ça a été voilà. Mais tu vois, il y a eu un appel au berceau qui était assez marrant. Et je l'explique pas vraiment. Enfin, si, tu vois, évidemment, maintenant, je peux le rationaliser. Mais à l'époque, c'était viscéral chez moi. Tu vois, non négociable. C'était, voilà, il fallait rentrer, quoi. Et donc, après cette parenthèse parisienne, vous partez vers l'Écosse, c'est ça? On part en Écosse, exactement. Et on part s'installer en Écosse. Et on a eu cette chance d'y rester pendant quasiment 6 ans. Et ce qui a été vraiment génial, parce que c'est quelque chose de déménager en solo ou en duo. C'est assez facile. À partir du moment où il y a des enfants, on rentre quand même dans une autre logique. Et là, pour le coup, j'ai compris le fait que ce serait beaucoup plus facile pour tout le monde si on partait à partir de ce moment-là sur des expatriations longues. Donc, à partir de là, avec mon conjoint, on s'est dit, en fait, il faut qu'on arrive à faire durer cette période écossaise aussi longtemps que possible. Et pareil pour Dubaï, il faut qu'on arrive à faire durer le plus longtemps possible. Et je croyais pas du tout dans le modèle de 18 mois, voire 2 ans dans un endroit. C'est épuisant. Et c'est fatigant, c'est hyper fatigant pour tout le monde. En tant qu'adulte, je pense que nous, on a cette résilience et ok, ça peut passer. Pour les enfants et pour les relations parents-enfants, c'est vraiment compliqué. Ouais. T'as cette logistique et tout, mais t'as aussi, on en parlait un petit peu au début de cet épisode, c'est cette histoire de racines, en fait, pour que les enfants sachent un peu d'où ils viennent, qu'ils puissent construire quelque chose aussi sur place. 18 mois, ça paraît long à l'échelle de la vie d'un enfant, mais c'est hyper court. Oui. C'est très court. C'est très court et ouais, complètement. Et tu vois, c'est marrant parce que tu peux dire l'Écosse, franchement, c'est l'Europe, on n'est pas très loin, les Français sont amis avec les Écossais et tout. Mais en fait, non, la culture est quand même très forte et le temps que l'enfant il
ils le voient plus tout ça, cette nouveauté comme soit complètement excitante, donc un peu foufou, soit assez angoissante. Ça prend du temps en fait. Ça prend du temps, tu vois, de s'habituer à tous ces petits rituels culturels, à se dire en fait voilà, ça c'est tes nouveaux potes, c'est ta nouvelle classe, voilà comment fonctionne la nurserie, etc. Ça prend vachement de temps en fait. Et là je me suis dit ok, là maintenant on baisse d'un cran et on se pose un peu. Et on se pose un peu, ouais, très très clairement. Et tes enfants, ils étaient à l'école française ou l'école locale d'ailleurs en Écosse ? Ils étaient à l'école locale, pour le coup, t'as parce que ouais, si tu veux. Non, mais tu vois, à l'époque, il y avait une école française encore là où on habitait, puis elle a fermé. Mais en fait, pour nous, il y avait pas de raison de les mettre dans une école française à cette époque. Alors ça a changé après, tu vois, dans mes raisonnements, mais au tout début, avec des petits, dans cet univers-là, pour nous, c'était voilà, super école au bout de la rue. Tu te poses pas vraiment de questions. Surtout, nous, on était jeunes parents, donc on n'y connaissait rien. Les gens nous ont paru très accueillants, très chaleureux, les enfants heureux. Bon, voilà, tu mets tes enfants là-dedans, tu vois. Donc c'était un non-questionnement à l'époque. Ça l'est devenu après, mais à l'époque, on s'est dit en fait, évidemment trop bien pour l'anglais, même si c'était de l'écossais, donc nos petits avaient des accents extraordinaires. Ils roulent l'air. Ah ouais, non, c'était mignon. Malheureusement, ils l'ont perdu depuis. Mince. Mais c'était croustillant les premières fois qu'on a entendu les comptines avec l'accent écossais. Mais voilà, donc on s'est pas posé de questions du tout. Et puis l'anglais, tu vois, tu te poses pas de questions. Est-ce que ton enfant c'est cool qu'il apprenne l'anglais ? Bah oui, en fait, c'est plutôt cool. Donc là, on s'est pas posé de questions du tout, tu vois. Ouais. Et alors donc vous vivez, tu le disais, en Écosse pendant 6 ans. T'as 2 enfants qui naissent là-bas. Donc la fratrie s'agrandit. T'en as 4. Puis donc à l'issue de ce séjour, vous partez direction Dubaï. Et là, il y a un petit 5e qui débarque, c'est ça ? Ouais. Exactement. Et un petit 5e qui arrive 15 jours avant le début du confinement. Donc voilà. Ça a été confiné à Dubaï ? Un petit peu. Ça a été très très soft par rapport, je pense, à la France typiquement. On a eu énormément de chance au final. Et puis le confinement à Dubaï, ça reste quand même assez doux et assez, voilà. Disons qu'on n'était pas du tout à plaindre. Et du coup, ce petit bébé, effectivement, il a été, voilà, en milieu familial clos pendant les 6 premiers mois de sa vie, quasiment. Ce qui est sympa. Voilà. Donc effectivement, alors de son point de vue à lui, je pense que c'était très cool. Et puis du coup, avec les frontières fermées, toi qui étais rentrée en France pour la première, parce que tu avais besoin d'aide, du coup, personne... Enfin là, c'était en vase clos tous les 7. T'as pas pu avoir trop de visites, j'imagine ? Non, pas du tout. Après, autant j'avais ressenti ce besoin pour ma première, mon aîné, autant en fait j'avais beaucoup moins cette. Alors évidemment, on avait cette tristesse de pas forcément avoir la famille qui vient rendre visite, mais en fait à partir de notre 2e, 3e, on était heureux de présenter nos enfants à notre famille, à nos potes, etc. Mais en fait, c'était pas essentiel. Donc, si tu veux, on n'avait pas ce besoin logistique ou ce besoin ou ce sentiment d'avoir un manque de soutien émotionnel autre. En fait, c'était pas ça. Donc, c'était ok. Tu vois, on a passé le cap, etc. J'ai été évidemment très triste d'attendre, beaucoup trop longtemps avant de pouvoir présenter ce petit dernier à mes parents. Ça a été très dur, évidemment. Mais voilà, tu vois, c'était plus comme avant. Je sentais que moi, j'avais avancé, j'avais compris comment ça fonctionnait un bébé et un accouchement. Et du coup, pour moi, c'était quand même, c'était plus facile. On parlait de l'école à l'instant avec l'Écosse. À Dubaï, tu me disais que tu observes beaucoup de familles justement qui envoient leurs enfants quand ils grandissent dans des internats hors du pays, en Europe notamment. Et toi, tu te poses beaucoup de questions sur ce modèle. Tu peux me raconter un peu ton cheminement, justement, ta réflexion sur tout ça ? Ouais, alors on s'est posé plein de questions. Alors déjà à Dubaï, faut savoir qu'il y a pléthore d'offres en termes d'éducation. Donc c'est vraiment, il y a de tout. Il y a vraiment tout ce qu'on veut. Il y a du français, du franco-libanais, du british, du américain, bref, il y a vraiment un choix éducatif qui est monstrueux. Il y a tellement d'expats, c'est 95% d'expats, quelque part. Ah ouais, donc alors j'entends expat et immigrés, mais au final, en fait, il y a vraiment pléthore d'offres. Il faut savoir que principalement, donc pour aller à Dubaï, en général, il faut avoir soit des bons revenus, soit un bon sponsoring par l'entreprise qui vous envoie si vous êtes salarié. Et donc au final, les coûts d'entrée dans les écoles sont assez élevés, mais sont souvent pris en charge par les sociétés. Donc au final, vraiment,
tout est possible. Tu vois, c'est pas forcément le cas quand t'es en France et où, avec ton salaire d'entrepreneur, de salarié, il faut payer une école ou autre. Là, c'est globalement pris en charge en général. Ça fait partie des packaging les plus standards. Donc c'est pas trop un sujet, le coût, quoi. Donc c'était pas vraiment un sujet. Après, ça peut le devenir si tu vas chercher les écoles vraiment haut de gamme. En tout cas, dans notre cas, nous, c'était pas vraiment un sujet. Et c'est vrai qu'on a commencé à beaucoup se poser de questions. Alors déjà, en fonction du moment où tu as besoin d'aller au Dubaï, il va y avoir plus ou moins de listes d'attente. Donc ça peut être assez stressant, surtout quand tu as pas mal d'enfants et que tu as envie de te simplifier la logistique. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu commences à dire, OK, donc là, mes enfants commencent à grandir. Qu'est-ce que je fais comme choix? Est-ce que je fais choix d'un système britannique, d'un système américain, d'un système français? Et ça t'oblige, en fait, et c'est pour la première fois de notre vie, on a dû commencer à se projeter. Et qu'est-ce qui se passerait après? Et qu'est-ce qui serait mieux pour nos gamins? Jusque-là, c'était très simple finalement, parce qu'on s'était dit, apprendre l'anglais, c'est un no-brainer, tu le fais, tu te poses pas la question. Mais après, t'arrives à Dubaï, donc là, déjà, tes enfants apprennent l'arabe parce que c'est obligatoire. Donc t'as typiquement dans l'école des enfants qui était un lycée français, t'avais donc français, anglais, arabe, c'était là quoi. Tu pouvais pas y couper, c'était machin. La base, quoi. Tu vois, c'était la base, ce qui était hyper chouette en tant que tel. Mais ça rajoute ça aux enfants, donc tu dis waouh, en fait, les enfants là, ça commence. Tu vois, jusque-là, moi, j'ai l'impression qu'on leur imposait peu de choses. L'anglais, pour moi, c'était pas vraiment imposé. Il y avait beaucoup de jeux, ils étaient encore jeunes et tout. Mais là, voilà, l'arabe, c'est pour de vrai. Moi, j'ai ma fille qui est rentrée, on arrivait à Dubaï, elle était en CM1, si je dis pas de bêtises. Puis au bout d'un moment, l'arabe, ça compte comme une matière, comme les autres, sur laquelle t'es sanctionné, etc. Donc, c'était plus pour jouer, tu vois. C'était le vrai monde, quoi. Et après, surtout, tu dis, OK, donc ton aînée, là, à ce moment-là, elle est au collège. Tu te dis, est-ce que le collège, par rapport à la façon dont les choses sont enseignées, par rapport à potentiellement ce qu'elle veut faire derrière, est-ce qu'en fait Dubaï c'est le meilleur choix ou pas? Et là, tu commences à vraiment te poser des questions sur ce qui est possible, sur ce qui est le mieux. Et effectivement, dans les options que nous on voyait être choisies autour de nous, dans nos amis qui avaient potentiellement des enfants un petit peu plus âgés, il y avait cette option de se dire, franchement, Dubaï ne répond pas forcément complètement à nos besoins. Est-ce que ça vaudrait pas mieux qu'on fasse le choix d'un internat, alors en Angleterre ou en Suisse ou autre? Et là, nous, on a commencé à se dire, oh là, alors là, si ces gens-là commencent à se poser ces questions, c'est qu'il y a peut-être un problème à Dubaï. Qu'est-ce que c'est ce problème? En fait, c'est un sujet. Et pour nous, ça l'était pas. On était assez naïfs, quoi. Et donc, on a commencé à se dire, zut, comment... Ok, il y a quoi derrière? Et c'est là qu'on a commencé à se poser des questions. Et pourquoi ils les envoient là-bas, en fait? C'est qu'ils croient pas dans le système éducatif passé le collège, ou c'est quoi les raisons principales? Alors, je pense qu'il y a de tout. Chaque famille est un peu unique. Il y a des problématiques qui sont assez uniques. De ce que je peux imaginer, c'est que Dubaï à l'adolescence, ça peut poser des problèmes. T'es quand même dans un monde qui est assez particulier, j'ai envie de te dire. Et en tant que parent, disons qu'il faut être assez vigilant à ce que tes enfants ils tombent pas dans un monde un peu facile, tu vois, où tout est accessible d'un coup de WhatsApp, tu te fais livrer ce que tu veux chez toi. Voilà, après c'est peut-être le cas aussi en France, hein, je sais pas, mais il y avait ce côté un peu est-ce que vraiment c'est le meilleur environnement de vie pour un ado? Et la question se pose vraiment. Donc je pense que ça faisait partie. Il y avait cette idée de se dire, et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se posent ces questions, de se dire, mais en fait, est-ce que mon enfant, moi en tant qu'adulte, la quarantaine, cinquantaine, j'ai une vie hyper cool, mais en fait, est-ce que mon enfant, lui, va pouvoir s'ajuster à une vie étudiante après avoir eu une jeunesse un peu dorée à Dubaï? Et je pense que ça jouait pas mal pour certains parents. Après, encore une fois, je pense qu'il y a des parents qui avaient d'autres raisons aussi de le faire. Mais tu vois, moi, j'ai jamais, en France ou même en Europe, j'ai rarement entendu des parents, au moins, tu vois, autour de nous, se dire, en fait, je vais envoyer mon gamin en pension en Suisse. En fait, pour moi, quand tu faisais ça, c'est que soit il y avait un souci familial, soit il y avait un souci avec l'enfant, et voilà. Mais en soi, c'était pas du tout quelque chose de très, très commun, quoi. Et à Dubaï, on l'a entendu pas mal. Et du coup, on s'est dit, zut, en fait. En fait, peut-être que continuer à Dubaï maintenant pour nos enfants, comme ils commencent à grandir, comme on arrive à des âges un peu plus lycéens, peut-être qu'en fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Peut-être là, il faut se poser des vraies questions, etc. Et après, nous, dans notre configuration et par rapport à nos choix de choix un peu éducatifs ou autres, ça me semblait pas faisable pour moi d'envoyer mes enfants en France ou en Suisse ou autre en étant à Dubaï. Ça, j'y arrivais pas. Je pense qu'il y a des parents qui sont très courageux. C'était quoi, la distance, le fait de pas grandir avec toi?
Ouais, la distance. Et puis je pense que voilà, dans le cas de ma fille en l'occurrence et de mes aînés, je pense qu'à 15 ans, avoir la relation de proximité avec un parent, c'est quand même plutôt un avantage. Donc je me suis dit en fait, ouais, je pense que voilà, dans notre cas à nous, c'était vraiment quelque chose qui me semblait important. Mais tu vois, de la même façon qu'il y a des ados, je pense qu'il y a eu pour X raisons, ça a été bénéfique pour eux, au contraire, de pouvoir bénéficier de cet autre cadre qui leur a peut-être fait un bien fou. Ouais. Tu vois, donc c'est vraiment, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Mais voilà, donc c'est assez dur, hein, tu vois, en tant que famille, c'est quand même des grosses décisions. Tu te dis, vite, ça va avoir un impact sur le futur de mon enfant, alors qu'en fait, jusque-là, on se posait pas de questions. Et là, ça devient vraiment... tu vois, c'est comme si tu rentres dans la cour des grands, là, tu dis, merde, là, il faut pas que je me plante, tu vois. C'était un peu ça. Les conséquences. Et alors, du coup, vous êtes parti sur quoi? Donc, elle est restée à Dubaï, mais vous êtes parti sur quoi comme système? Parce que vous étiez dans le local en Écosse? Ouais, on était donc local en Écosse. En arrivant à Dubaï, donc nous on avait une contrainte qui était la plus importante de tous, c'était que l'école qu'on choisirait pour nos enfants accepterait tous nos enfants. Donc ça c'était une énorme contrainte qu'on s'est mise parce que Dubaï c'est grand. Et en fait, c'était trop compliqué d'avoir trop d'enfants dans des campus ou des écoles différentes. Donc en fait, on a postulé à autant d'écoles qu'il fallait jusqu'à ce qu'il y en ait une qui nous prenne nos 4 enfants à l'époque. Donc c'était ça le critère de choix. Et il s'avère que de façon complètement fortuite, c'était un lycée français qui était en train d'ouvrir et de s'agrandir et qui était ravi d'accueillir une famille comme la nôtre. Donc tu vois, là pour le coup, on a vraiment pas calculé, anticipé ou échaudé quelques plans que ce soit, ça s'est fait vraiment. Voilà, le premier mail qui dit oui, il a gagné, tu vois. C'était un peu ça. Et puis après, après on n'a pas postulé n'importe où non plus. Et il s'avère que au final, c'était un super choix, super lycée, zéro regret, tu vois, zéro regret là-dessus. Moi qui étais stressée en me disant bah oui, mais ils étaient en système écossais, là ils repartent en système français, est-ce que c'est pas trop dur? On a beaucoup réfléchi à cette question. Et je pense que en tant que parent expat, tu passes ta vie à se poser ces questions. Est-ce que mon gamin, il va bien gérer ce choc, quoi, quelque part, parce que c'est quand même des chocs de système éducatif, etc. Et évidemment, c'est pas facile, vraiment. Et à tel point qu'en fait, moi, je me suis fait la promesse, quand les enfants ont basculé en système français, qu'en fait, à partir de maintenant, même si on déménageait, ils seraient en système français. Donc, tu vois, pour qu'il y ait une c'est des contraintes qu'on s'est ajoutées. Ouais, parce qu'en fait, et évidemment, c'est vrai, mais les enfants sont résilients. Le fait d'être des gamins qui ont conduit comme ça, qui sont nés et qui ont grandi à l'étranger, c'est des gosses incroyables. C'est hallucinant, en fait. Moi, je me compare à eux, mais c'est moi qui ai une enfance franco-française, mais c'est trop, trop cool. Donc, tu vois, les bénéfices, ils sont évidents et puis tu peux les imaginer facilement. Mais derrière, ce qui est certain, c'est qu'en fait, pour eux, c'est quand même bénéfique, certes, mais ça demande un effort qui est non négligeable. Donc c'est un effort d'adaptation, c'est un effort de tu repars de zéro avec tes copains. Tu vois, ça paraît des petites choses en fait, mais en fait à l'échelle d'un gamin qui a même 7-8 ans, à l'échelle d'une gamine qui est pré-ado, même à l'échelle d'un petit bonhomme qui s'est fait ses copains à la maternelle et puis c'est fini. En fait c'est dur quoi. C'est dur et donc du coup moi j'ai pris ça en compte très sérieusement. On a eu à chaque fois les transitions pour les enfants ont été à mes yeux assez longues, assez ardues et je me suis dit en fait maintenant donc OK, nous en tant qu'adultes on s'est bien marré, on a choisi des destinations chouettes, trop bien pour nos boulots, mais maintenant en fait il est temps que on s'ajuste aussi à ce qui marche le mieux pour nos enfants. Et tu vois, ça a été vers cette période quand notre aîné a eu 12-13 ans qu'on s'est dit OK, maintenant en fait il faut plus qu'on fasse au gré des postes qui nous sont proposés autres, c'est plus possible. Maintenant on devient un peu plus maître alors que jusque-là on se laissait un peu guider au fil de l'eau, tu vois. Et là, clairement, on est passé plus en mode voilà les limites qu'on se pose et on tergiversera pas et ce sera ça ou pas, quoi. C'est super intéressant et c'est vrai qu'on a beaucoup de retours de personnes qui ont des enfants en très bas âge, mais finalement c'est assez rare et donc c'est d'autant plus précieux aussi d'avoir des parents qui ont le recul justement de voir comment ça s'est passé pour les ados. On va y revenir bien entendu, pardonnez-moi ce teaser un peu pourri, mais
Tu parles beaucoup, quand on a échangé en préparation de cet épisode, des third culture kids. C'est un sujet qui te travaille et puis on voit qu'il te passionne. Est-ce que peut-être tu pourrais commencer par nous expliquer qu'est-ce que c'est avec tes propres mots? Donc third party kid à la base, en fait, c'est un concept qui est assez vieux. Tu vois, ça date, je crois, des années 50. Et à la base, ça désignait, c'est un concept qui a été théorisé aux États-Unis, et ça désignait les enfants les Américains, en fait, qui avaient passé de longues périodes dans leur enfance à l'étranger. Donc, tu vois, c'est les familles missionnaires, les familles diplomates ou autres, qui avaient eu l'occasion de passer pas mal de temps à l'étranger. Et en fait, il y a eu des études qui ont commencé à être faites parce qu'on remarquait que ces enfants-là, quand ils revenaient aux États-Unis, ils étaient différents des autres. Donc, du coup, on a commencé à se dire, en fait, pourquoi ils sont différents, en quoi c'est mieux, en quoi c'est moins bien, et surtout, la grosse question qui se posait, c'est comment faire pour derrière ajuster leur retour dans le système éducatif américain pour que la transition elle soit la plus smooth possible. Donc tu vois, il y avait toutes ces préoccupations. Puis après évidemment le terme, on s'est dit il y a pas que les Américains qui sont dans ce cas-là, et on a commencé à se dire en fait tout enfant qui va passer une partie non négligeable de son enfance dans une culture qui n'est pas la culture de ses parents, quelque part est un third cultural kid. Donc voilà, donc ça c'est un peu le truc. Et donc nous on a commencé à se poser ces questions à Dubaï. En fait, avant ça nous paraissait, on était en Europe, et c'est bizarre, mais étant en Europe, moi je te l'avais dit dans l'enregistrement. En Europe, en fait, moi, j'avais pas l'impression que c'était tant l'étranger que ça, en fait, parce que t'es dans une culture malgré tout européenne, même si t'es dans ta petite île britannique là-haut. Mais en fait, c'est très européen friendly. On était pré-Brexit en plus, c'était trop cool. Donc oui, on était en Europe, on était à la maison, quoi. Par contre, en arrivant à Dubaï, là, tu fais un saut culturel important. Et là, tu commences à te poser des questions. Tu dis, tes enfants, ok, donc il y a eu l'anglais, il y a eu la culture écossaise. Maintenant, on arrive à Dubaï, il y a cette magnifique culture arabe, il y a la langue qu'ils apprennent à l'école extraordinaire. Il y a une culture qui était très mise en avant à Dubaï. Je trouvais ça génial. Et en plus, les enfants commençaient à évoluer dans un milieu qui était extrêmement cosmopolite. Donc tu avais une communauté française très très forte, et puis derrière en fait tu avais naturellement en fait tu commences à avoir de plus en plus d'amis qui sont des couples mixtes avec des enfants qui ont eux-mêmes vécu dans X pays différents. Puis après les parents aussi, tu te rends compte que eux aussi c'était des third cultural kids, et après du coup tu commences à te poser plein de questions là-dessus, et tu te rends compte que toi en tant que Français, étant né, ayant grandi en France, t'es limite en minorité finalement. Donc tu vois, les choses sont renversées, tu vois. C'était limite l'exception quand tu expliques que non, toi t'étais pas à l'étranger quand t'étais enfant, tu vois. Donc c'est assez rigolo. Et nous, à partir de là, en fait, moi je me suis posé des questions, parce que je me suis dit alors évidemment le Covid a fait que il y a un long été, on n'est pas rentré, donc ça veut dire qu'on a pendant 2 ans on n'est pas rentré en France, si ma mémoire est bonne. Et du coup en fait tu commences à dire ok, mais en fait mes enfants, quand ils vont avoir terminé leurs études, donc ils vont avoir leurs études secondaires, donc au lycée, en fait, où est-ce qu'ils vont aller étudier, qu'est-ce qui va fonctionner pour eux, ce sera quoi leur base, ce sera quoi. Et en fait, on a commencé à se dire avec mon mari, en fait, nous, en fait, on a une famille qui est très présente, qui nous a vachement ancrés. On a des lieux en France qui sont des lieux d'histoire pour nous, de notre histoire perso, histoire familiale. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de filer à nos gosses? Pas grand-chose que des maisons de loc, quoi, quelque part. Et des expats tous les 4-5 ans, quoi. Et là, on s'est dit, est-ce que c'est pas un petit peu égoïste de notre part? Parce que nous, on suit notre rêve, trop cool. On a tendance à voir plutôt le côté positif des choses. Donc, on se dit, nos enfants, mais c'est génial parce qu'en fait, ils ont une vision du monde, mais qui est... voilà, quoi. C'est magique de voir ces gamins qui ont cette ouverture, qui ont cette sensibilité. Il y a une intelligence culturelle qui devient vraiment travaillée, quasi innée chez ces gosses. Tout ce qui est adaptation, tout ce qui est langue. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui sont ouf, mais malgré tout, tu dis, donc du coup, en tant que parents, nous, on suit notre petit rêve et on avance au gré des flots. Et au bout d'un moment, on se dit, en fait, pour nos enfants, qu'est-ce qui est optimal? Et c'est là que tu commences à te dire, ok, en fait, il y a un élément qu'on est en train de louper et auquel on n'avait pas pensé quand on a commencé notre trip un peu expat, c'est tout ce qui va être l'enracinement de nos enfants. À quelle terre ils s'identifient, à quelle langue ils s'identifient, à quelle personne de leur famille ils
peuvent potentiellement s'attacher. Et moi, j'avais cette crainte, c'est qu'en fait, on soit en tant que parents, avec notre maison sur le dos, leur unique référent. Et en fait, ça me paraissait pas hyper sain. Moi, j'ai cette conviction qu'en fait, un enfant, en fait, il a besoin d'un, tu sais, on dit, il faut tout un village pour élever les enfants. Ben voilà, le village, ça peut pas être que le papa et la maman, ça marche pas, en fait. C'est trop lourd, c'est pas optimal, etc. Comment on fait, en fait, pour un petit peu, faire en sorte que nos enfants s'enracinent dans autre chose que juste nous deux en tant que parents, quoi. Donc tu vois, c'était à la fois, moi je me suis dit en fait je voudrais un enracinement culturel parce que nos enfants finalement ils commencent à connaître plein de cultures trop cool qui sont très positives, hein. La culture française pendant les vacances, la culture écossaise, la culture dubaïote et puis toute la culture du monde arabe, c'est extraordinaire, c'est vachement riche et tout, mais au final à quoi fondamentalement ils s'identifient? Qu'est-ce qui se passe quand en fait ils sont adultes? Où est-ce qu'ils vont aller vivre? Tu vois, il y avait ces questions où au final ils font ce qu'ils veulent en tant qu'enfants. Mais moi je me disais, ça a été tellement chouette moi en tant qu'enfant que j'ai, tu vois, ces lieux un peu ressources, des personnes un peu ressources dans ma famille. Je me dis en fait, ce serait un petit peu égoïste de pas leur offrir ça également. Et donc ouais, c'est ça, c'est des sortes de racines, c'est des endroits où tu retournes quand tu as besoin d'être ressourcé. Et moi, je me dis, mais en fait, moi, j'étais hyper contente quand j'étais enceinte de mon aîné de me dire, en fait, là, j'ai besoin de rentrer en France et je me sentirais bien, tu vois. Il y avait ce côté-là. Alors après, peut-être que, voilà, mon aîné, son endroit ressource, en fait, il est en Écosse et puis mon fils, sera peut-être à Dubaï, tu vois. C'est OK. Mais je voulais un petit peu m'assurer que ce soit vraiment des endroits où il y ait des personnes qui soient, avec lesquelles, en fait, ils aient créer un lien qui perdurerait dans l'âge adulte, tu vois. C'était vraiment important pour moi. Un truc que tu m'avais dit, c'est que l'héritage international, ça donne un peu, je te cite, des enfants de partout, mais de nulle part à la fois. C'est un peu ça, du coup, que tu observais, que tu craignais? Ouais, c'était ça. En fait, il y avait un certain... C'est comme s'il y avait une ouverture de dingue, mais qu'en fait, tout est très... tout devient très relatif. Tu vois ce que je veux dire? Tout est possible, et du coup en fait tout est au même niveau. Et moi j'avais un petit peu peur de ça dans la mesure où au final, en fait en tant qu'être humain, je pense qu'il y a un truc hyper important que tu sois adulte, enfant, c'est que tu as besoin d'appartenir à quelque chose. Et je trouvais que c'était pas forcément les aider que de continuer ad vitam aeternam un périple autour du monde, à se dire après tiens on va partir au Japon et puis oh dis donc c'est chouette l'Afrique du Sud. Voilà, professionnellement parlant, je mets ma main à couper qu'en fait nous on peut essayer de déplacer des montagnes pour aller dans des endroits très chouettes encore. Et en même temps je me suis dit ouais mais en fait peut-être que là il est temps de faire une petite pause, tu vois. Ça c'est vraiment venu comme ça. Et puis je vous demandais maintenant de bien vouloir répondre aux questions qui vont vous être posées. Oui, avec plaisir. Question pour un champion. À toi de jouer, Jeannot. Avant qu'on passe à la suite, je te propose qu'on fasse une petite séance de Fire Question et qu'on parle plus spécifiquement des TCK, les Third Culture Kids. Ça te va? Ok, c'est parti. Est-ce que tu sais ce que c'est les Fire Questions? Non, mais tu vas me dire. Je sens que ça veut dire qu'il faut que je réponde très vite à un truc où tu me balances un truc et je te réponds quelque chose derrière. Ouais, voilà, en gros, le plus spontané possible. On cherche pas une dissertation, mais ton ressenti un peu immédiat. D'abord, on va commencer, simple ou peut-être pas simple d'ailleurs, le mot qui te vient en premier à l'esprit quand tu penses au Third Culture Kid. Dubaï, direct. C'est tellement l'émanation pour moi de ce que je conçois. Oh, c'est la norme. C'est la norme. Par définition, structurellement, Dubaï, c'est ça. Sauf pour les 3% d'Émiriens qui ont leurs enfants sur place, quoi. Ouais. Ah, c'est dingue. Ce que les gens ne comprennent pas ou comprennent mal à propos de ces enfants, justement. C'est le fait qu'ils comprennent pas le fait que il y a plein de côtés trop positifs, mais en fait, ça vient aussi avec des côtés qui sont moins cool et qui demandent un soutien énorme de la part des parents. Et ça, personne le voit. On voit que le côté trop bien, ton enfant est trilingue, et personne ne voit les 6 mois, 1 an où ton gamin a bégayé comme un fou et pleuré tous les soirs, voulait pas retourner à l'école. Personne ne voit ça. Ouais, c'est important de le dire. Et alors, le plus grand avantage pour un enfant de grandir à l'étranger? Ah ouais, alors pour moi, c'est le fait que c'est comme si tu ouvrais et tu musclais le muscle de la curiosité chez les gamins. C'est génial. Ah, j'adore ça, moi, j'ai cette trouvé définition. Ça trop bien. Ah ouais, mais c'est trop cool. En fait, c'est une attention qui fait que le gamin, au bout d'un moment, il est habitué à
à ce côté de ah ouais, et si, tu vois, ah mais regarde comment il fait, etc. Et tu vois, l'exemple le plus cool que j'ai, c'est que j'ai donc Dubaï, boum, t'apprends l'arabe, on rentre en France, donc mes gamins étaient donc de fait, je vais pas dire trilingues, mais disons qu'ils étaient, alors bilingues c'est sûr, et ils avaient des notions d'arabe. Mon petit rentre en 6e, et là, je reçois un papier en mode, est-ce que vous voulez que votre enfant commence des cours d'initiation au japonais? Et là, moi, je me dis, non, mais c'est bon, il a déjà fait l'arabe. Et mon gamin me dit, bah ouais, grave, japonais, ça me dit trop. Et là, j'étais là, waouh! Alors que, tu vois, et c'est venu par pure curiosité. Et ça, je trouve ça hyper cool. Ouais, trop cool. Très, très sympa. Et le plus grand risque, alors, pour un enfant de grandir à l'étranger? Le fait que tu sais plus à quoi tu appartiens. Et tu connais pas forcément très bien non plus, ni ta famille d'origine, ni ta culture d'origine. Et ça fait mal. Enfin, mes enfants, il y a une époque où on regardait les cartes de France, mais c'était un pays étranger pour eux. Et ça c'est rude quand même, parce qu'on a quand même, voilà, l'histoire de France, etc. Voilà, l'histoire de France, on l'étudie pas en Écosse, en fait. Tu vois, ça fait mal, ça. Donc, t'as un gamin qui est en CM1, il y a des choses de l'histoire française, c'est à la maison qu'il faut l'apprendre. Tu l'apprendras pas à l'école. Ça, c'est dur. Ça, tu te prends une petite claque. Donc, t'as une responsabilité à la maison encore plus. Disons que, tu peux tomber dans la culpabilité après. Bon, voilà, à toi d'y gérer, mais ça peut être gênant. Est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais que l'école française comprenne mieux, justement, sur ces enfants issus de la 3e culture? Ah oui! Tu peux écrire un livre blanc là-dessus. Le cri du cœur. Ah, mais j'aimerais tellement. Mais je sais pas, on pourrait monter des assos là-dessus, mais oui, évidemment. En fait, un gamin qui a été un peu baladé comme ça d'une culture à l'autre. Moi, dans mon cas, dans des cultures qui étaient quand même très anglo-saxonnes, quand il rentre en France, il ne peut pas s'adapter en un claquement de doigts à la rigidité du système français. C'est pas possible. Alors là, c'est le cri du cœur, t'as raison. Je reçois sur mon portable quotidiennement des SMS de la part de comportements inadaptés de mes enfants à l'école. Tous les jours. Ok? Alors, les comportements inadaptés, donc au début, tu es là, mais qu'est-ce qui se passe avec mes enfants, etc. Puis ensuite, tu commences à discuter avec les profs, etc. Et en fait, tu réalises que, nos enfants, dans le système anglo-saxon, ils ont été éduqués à cette idée qu'en fait, parler en public, c'est quelque chose qui est assez naturel. Et qui est valorisé. Et valorisé. Donc, dans un cours tel que c'est enseigné, en tout cas dans les écoles où mes enfants sont allés, le fait d'avoir un cours qui est relativement peu structuré, où en fait tout l'apprentissage se fait sous forme d'échange entre le prof et l'élève, fait que non, je suis désolée, un gamin en 4e qui arrive dans un lycée français va pas forcément lever la main dès qu'il doit prendre la parole, et que il faut une période d'ajustement. Tu vois, et ça, c'est des choses où en France, la réaction immédiate, c'est votre enfant est insolent, en fait. Et là, t'es là à dire, ah non, mais mon Dieu. En fait, tu peux en vouloir à personne, tu peux pas en vouloir à ton enfant, parce que c'est comme ça que ça s'est passé pour lui pendant X années de scolarité. Et tu dis, pour le prof, c'est hyper dur aussi, parce que le prof, il y a de grandes choses qui soient plutôt français, de culture, et du coup, en fait, il a été biberonné à un système qui est différent, et évidemment, ça pose un problème. De la même façon qu'un enfant français qui arrive en système britannique, mais en fait, effectivement, il est hyper timide, il sait pas parler en public. Donc, tu vois, et pour moi, il y aurait besoin absolument de reconnaître que mais c'est tellement différent en termes de culture scolaire. C'est pour moi, c'est une déchirure tous les jours quand je reçois ces textos et que je vois mes enfants qui, ils sont mal ajustés. Évidemment qu'ils sont mal ajustés. Et ça, pour moi, l'école a besoin absolument de le prendre en compte. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais ce serait trop cool que l'école accompagne. T'as rencontré de la bienveillance quand même à l'égard de tout ça, de ces challenges qu'ils rencontraient de la part du corps enseignant? Alors, tous les profs qui étaient britanniques, c'était génial. Donc, la prof préférée de mes enfants, c'est une prof qui est australienne, parce qu'en fait, elle a cette culture elle-même. Enfin, voilà, elle est issue de cette culture. Elle est en France depuis suffisamment longtemps pour comprendre un petit peu. Elle a elle-même ses enfants australiens qui sont en système français, donc elle-même, elle l'a expérimenté. Et moi, je rêverais qu'en fait, il y ait plus de profs qui aient cette opportunité d'aller enseigner à l'étranger et qui du coup reviennent avec une vision de l'éducation, une vision de l'accompagnement des enfants, des ados qui soient, en fait, tu vois, qui s'autorisent à être différentes de ce que potentiellement ils ont appris à travers leur formation. Ce serait trop bien. Trop bien. Oui, il y a encore du boulot, mais c'est pas facile, c'est clair. Alors, on parle de Racine ou d'elle, je sais pas, elle, genre A-I-L-E. C'est quoi qui est le plus difficile, selon toi, à transmettre, justement, quand on bouge souvent? Alors, en fait, j'ai envie de te dire que tu es complètement à la merci du tempérament de chacun des enfants. Donc, ça veut dire que tu as des enfants qui vont être naturellement en permanence à vouloir découvrir la dernière chose, le dernier truc, le dernier machin, et qui, du coup, vont être dans un espèce de
voilà, de monde de bisounours et de licorne permanent, et eux, ils ont besoin d'être enracinés. Donc ça, c'est, voilà, moi j'ai certains enfants qui sont comme ça. Et j'ai d'autres enfants qui ont un tempérament qui va être beaucoup plus introverti, qui va beaucoup plus être en mode non, je veux pas bouger et je veux rester en France, ou je veux pas bouger d'Écosse, Dubaï c'est trop nul. Et dans ce cas-là, en fait, il va falloir favoriser au contraire la curiosité, etc. Donc en fait, voilà, en fait, moi j'ai tous les profils avec mes 5 là. J'ai vraiment eu tout. Non, bon, si mes enfants écoutent ce podcast, j'ai pas envie qu'ils soient embêtés, mais globalement, en fait, on a vraiment eu des histoires où il y a des enfants qui ne voulaient pas aller à Dubaï. C'était pas possible. Puis j'ai des enfants qui ne voulaient pas partir de Dubaï. C'était impossible. Donc on a eu vraiment tous les scénarios, sachant qu'ils ont tous reçu de notre part la même chose. Donc en fait, c'est vraiment lié à leur tempérament, à leurs expériences. Et c'est là qu'en fait c'est dur en fait quand tu commences à avoir comme ça plusieurs enfants, c'est que tu vas jamais pouvoir, en tout cas c'est vraiment mon expérience, tu vas jamais pouvoir plaquer un modèle et tu es obligé d'être dans du fine tuning en fait permanent en disant en fait tel enfant en fait non, ça marche pas de reforcer encore un machin. Tel enfant, oui, ça peut marcher. Et tu vois, je reviens à ta question sur les internats et tout, et je me dis qu'en fait c'est peut-être pour ça que tu prends cette décision, c'est qu'en fait le tempérament de ton enfant est tel que tu dis là en fait là non, ça marche pas, il faut on tente autre chose. Qu'est-ce que t'espères finalement que tes enfants retiennent justement de cette vie autour du monde? En fait, c'est pas des questions qui se répondent en 2 secondes. Hein. Ouais, alors attends, il faut que je respecte. Qu'est-ce que j'aimerais Alors moi, ce que j'espère, en fait, je m'en fiche du nombre de langues qu'ils parlent, je m'en fiche de ce qu'ils choisissent de faire comme carrière plus tard. Voilà, nous on a transmis ce qu'on avait envie de transmettre. Moi, mon rêve, c'est que quel que soit l'endroit où ils vivent, en fait, ils gardent ces petites flammes de curiosité, de se dire ok, la différence c'est cool, et en fait c'est chouette. Tu vois, moi c'est ça mon but, quoi. Ouais, tu vois, c'est une richesse, tu vois. Si jamais ils arrivent à garder ce côté, en fait, ce qui est différent de moi, c'est une source de richesse. C'est bon, moi j'ai fait mon taf de maman, c'est bon. J'estime que j'ai fait mon truc. Après, la façon dont ils se l'approprieront, ce qu'ils en feront, etc. Alors c'est gagné. Peu m'importe. Mais voilà, exactement. Bravo, c'est gagné! Bien joué, les gars. Eh ben écoute, merci beaucoup pour tous ces éclairages du coup sur les enfants issus de la 3e culture. Je te propose qu'on revienne à ton parcours. Donc on s'est arrêté à Dubaï, un moment donc où aussi un séjour au cours duquel tu t'es posé beaucoup de questions justement sur les racines de tes enfants, sur le bilinguisme, oui, mais pas à n'importe quel prix en fait d'une certaine manière. Et puis il y a un moment justement, c'est l'adolescence de ta fille aînée. Et là, vous choisissez de rentrer. Est-ce que tu peux nous expliquer justement cette prise de décision? Comment est-ce que ça s'est fait? Et tu le disais, en fait, tous tes enfants n'ont pas été on board directement. Ouais, non, effectivement. Alors, la décision, elle a été portée effectivement par le fait que moi, j'avais pas vraiment la certitude qu'une adolescence à Dubaï, ça faisait vraiment sens. Donc ça, tu vois, c'était quelque chose. Je voyais des familles qui s'en sortaient très bien, je voyais des familles qui galéraient, et moi, au final, je me suis dit, ok, est-ce qu'en tant que maman, est-ce qu'en tant que parent, on se sent suffisamment armé pour faire face à tout ça, voilà, dans ce milieu-là, est-ce que vraiment on a envie? Donc, tu vois, on a commencé à se poser cette question, et moi, je me suis dit, en fait, là, je sens que je vais galérer. Donc, clairement, moi, je me suis dit, j'ai un peu peur, tu vois, c'est un peu comme, voilà, mon retour au bercail pour accoucher de mon aîné, là, je me suis dit, mon Dieu, ça fait trop de problématiques en plus de l'adolescence. Je suis pas sûre. Donc tu vois, ça a été un élément assez décisif. Il y a le fait aussi qu'on commençait à avoir des retours de nos enfants qui pouvaient avoir eu des chouettes copains quand on était arrivés, donc quand ils étaient plus jeunes, et on sentait à partir d'un certain moment que les routes commençaient à diverger. Donc parce que voilà, les activités des enfants le week-end, c'était pas exactement ce que nous on autorisait forcément à nos enfants à nous. Et si tu veux, au bout d'un moment, voilà quoi, les routes se séparent et c'est dur pour les ados. C'est dur pour les ados, et en même temps, voilà, moi il y a des choses, je pensais que c'était pas adéquat pour mes enfants, donc j'ai posé clairement des limites. Et au bout d'un moment, en fait, ça devient compliqué parce que t'as la pression en tant que parent de se dire, en fait, là, j'essaye de faire un choix qui est plutôt
aidant pour mon enfant, puis il y a ton enfant qui se regarde avec un regard noir en disant bah ouais mais maman tu m'empêches de faire ça, moi c'est ma vie sociale, c'est quoi? Et là ça devenait compliqué. Donc tu vois, on s'est retrouvés un petit peu dans des situations comme ça. Alors rien de grave, on était vraiment dans l'anticipation, mais je me suis dit voilà, après voilà, j'ai ma fille, ensuite j'ai 4 garçons. Est-ce que vraiment je veux mobiliser autant d'énergie à faire face à ce problème, sachant que j'avais cette espèce de croyance, qui s'est avérée, on va dire, relativement juste, que les choses seraient plus simples avec un retour en France. Alors ça, pareil, c'est de la pure intuition, ça aurait pu se révéler complètement faux, c'est fondé sur pas grand-chose, mais j'avais ce sentiment que, en revenant en France, on allait à nouveau ancrer les enfants dans la famille élargie qui allait être beaucoup plus présent, les cousins, les grands-parents, les oncles et les tantes, et que du coup ça allait donner des référentiels qui me semblaient plus justes, au moins pour les âges de nos enfants ou dans les âges dans lesquels ils allaient rentrer. Donc c'était un élément assez important et qui a fait qu'au final on s'est dit là c'est peut-être le bon moment. Là, c'est peut-être le bon moment et voilà. Et je croise les doigts tous les jours pour me dire, j'espère que là, on a fait un choix qui était juste. Et du coup, pour que ce retour soit aussi doux que possible, on avait plusieurs options. On avait vraiment des options très diverses pour notre retour en France. Et il y avait des options où nos enfants se retrouvaient dans des milieux qui étaient absolument pas internationaux. Ça aurait pu être une option. Et là, on s'est dit, en fait, il faut quand même l'atterrissage se fasse en douceur. Et on a décidé, du coup, de leur proposer globalement un environnement qui soit quand même assez proche de l'environnement international qu'on avait pu avoir pendant ces années à Dubaï. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont été inscrits, on les a inscrits dans une école, alors qui se veut internationale. Donc effectivement, il y a un peu plus d'anglais, je pense, que dans une école classique française. Mais surtout, en fait, cette école, elle attire beaucoup de familles qui ont eu des parcours qui peuvent être assez similaires aux nôtres, ou de couples mixtes ou autres. Et du coup, en fait, c'était comme les vôtres. Ben voilà. Alors en fait c'est horrible parce que tu peux dire mais c'est pourri ton histoire Sophie là, en fait c'est pas du tout de l'ouverture, tu recherches exactement le milieu dans lequel tu as vécu pendant 15 ans. C'est vrai, je l'avoue, je le reconnais, mais à un moment donné, tu te dis en tant que famille à l'étranger, donc on parle souvent beaucoup des paillettes, etc. Mais en fait, en tant que famille, c'est vachement plus stretchant. Ou je parle très mal. C'est beaucoup plus, comment dirais-je, fatigant, éreintant ou en tout cas éprouvant. Voilà, éprouvant, c'est le mot, de vivre comme ça des années à l'étranger avec différents postes dans différents pays que de rester en France. Et donc même s'il y a beaucoup d'avantages à tous les niveaux, c'est quand même niveau émotionnel. En fait, c'est dur. Voilà, je cache à personne. T'as quand même besoin. Tu émotionnellement, en fait, tu es en permanence sur des espèces de montagnes russes. Et au bout d'un moment, tu te dis, ok, rajouter à ça l'adolescence. Nous, on a 5 enfants assez rapprochés, etc. Est-ce que c'est pas le moment où pour nous aussi de souffler un petit peu et puis voilà. Après, on verra, tu vois. C'est super intéressant ton raisonnement et je te remercie de le partager avec nous. À ton retour, tu décides de t'ajouter quand même quelques contraintes parce que j'ai l'impression que tu aimes bien quand même les challenges et tu choisis de te reconvertir, de reprendre des études pour devenir psychologue. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'origine de cette envie? Est-ce que c'est ton expérience de parent à l'étranger justement qui t'a mené à tout ça? Alors effectivement, le fait d'être à l'étranger, quand tu as des enfants, quand tu accouches, etc., par définition, surtout quand tu es loin, tu vas pas avoir énormément de soutien familial. Et donc, au bout d'un moment, moi, je me suis dit surtout, alors j'ai attendu d'avoir 4 enfants pour me dire, bon, ça devient compliqué. Jusque-là, j'avoue que c'était OK. On a eu une chance immense en Écosse d'avoir une nanny, mais une Mary Poppins, voilà, qu'on regrettera toute notre vie parce qu'elle a pas voulu nous suivre à Dubaï, mais clairement elle était écossaise, elle serait jamais venue, mais qui a été magique. On a appris à être parents avec elle, elle nous a énormément soutenus. Et arrivant à Dubaï, en fait, là on s'est dit, en fait, voilà, maintenant c'est ça la vraie vie. Nous, à Dubaï, alors c'est vraiment pas quelque chose de normal, mais en fait on n'a pas vraiment une nanny à Dubaï pour plein de raisons. Et une des raisons, c'est que moi je trouvais pas de personne qui soit aussi bien que notre nanny écossaise, et que du coup la barre était trop haute. La barre était très haute, on en a énormément profité, mais du coup ça nous a obligés à nous dire en fait, et surtout moi de me dire en fait, ok, donc ce soutien je l'ai plus, il faut absolument que j'ai un soutien d'une façon ou d'une autre. Donc j'avais plus tant besoin d'apprendre à être maman parce que ça je l'avais appris avec cette nanny extraordinaire, mais j'avais quand même besoin d'une certaine façon d'avoir un peu de soutien. Donc en fait
Je me rappelle, j'étais pas loin d'accoucher de mon 5e, et là j'ai eu encore une fois cette espèce de pas de fulgurance, mais d'intuition de me dire bordel, si je ne fais rien, ça va partir en sucette. Et c'était pré-Covid, on n'était pas du tout au courant de ce qui allait se passer. Et j'ai eu cette intuition de me dire en fait, moi j'ai besoin d'aide. J'avais pas de crainte quant au fait d'accoucher haute, ça j'avais confiance en moi. Il y a vraiment des nanas géniales à Dubaï pour faire des accompagnements trop cool au niveau de la naissance. Donc, c'était pas ça le point. Mais c'était plutôt de me dire, émotionnellement, je sais ce que c'est que d'avoir un petit. Il y en a vraiment, maintenant, il y en a 4 autres. Mon petit 4e était pas très vieux. Il faut que je trouve un truc. Donc, c'était devenu une nécessité vraiment absolue. Et c'est là que je me suis dit, tu vois, toute cette vocation, elle est venue d'abord de comment moi, en fait, je peux aller mieux. Donc ça, c'était vraiment important. Il y avait des trucs très chouettes à Dubaï à l'époque. Il y avait des communautés de mamans qui étaient hyper cool. Bulle de maman, ça n'existe plus, mais ça a été un truc qui a, je pense, soutenu beaucoup de mamans, qui étaient des rencontres de mamans avec des professionnels qui venaient partager des choses qui étaient aidantes. Puis surtout, ça permettait aux mamans de se rencontrer, mamans francophones. Et donc ça, tu vois, moi, c'est quelque chose auquel j'étais assez sensible. Mais je sentais que j'avais besoin d'aller plus loin et que émotionnellement, juste avoir des cercles de parole, ça allait pas aller très loin pour moi et j'avais besoin de plus. Et donc, du coup, je suis tombée complètement par hasard. Donc, tu vois, tu te cherches sur Facebook, tu te dis, où est-ce que je vais trouver un truc? Ouais, bah ouais. Et au bout d'un moment, en fait, par rapport aux mots-clés que j'ai dû rentrer, je sais pas ce que j'ai fait, je sais même plus où est-ce que j'ai traîné sur Facebook, mais je suis tombée sur des posts d'une assoce américaine. Tu regardes un post, 2 posts, puis au bout d'un moment, tu as un lien vers un article, donc tu vas voir. Et puis, en fait, c'était des posts qui étaient, je pense, sponsorisés. Donc, après, ça revient plus dans ton fil, etc. Et c'était une association qui s'appelait Hand in Hand Parenting. Donc, parenting main dans la main. Main dans la main. Et c'était le message qui diffusait au niveau du soutien pour les parents était absolument unique. Et en fait, ils avaient ce message qui consistait à dire, en fait, pour être au clair sur ce qu'il faut faire, sur la manière de réagir avec vos enfants, d'abord, en tant que parent, il faut que vous soyez bien. Et là, je me dis, mais c'est trop bien. C'est la première fois que, au lieu de nous donner des injonctions en matière éducative, en fait, on explique que, non, en fait, en tant que parent, tu trouveras la bonne chose qui marche, mais par contre, toi, t'as besoin de soutien. Et j'étais là, c'est trop bien. Pour une fois, on s'adresse aux parents et c'est assez rare, en fait. Tu vois, après, depuis, ça s'est vachement développé, c'est trop cool, mais à l'époque, pour moi, c'était la première fois que j'entendais, en fait, ouais, vous, les parents, vous méritez du soutien. Et j'étais là, waouh! Et tu vois, moi, je m'étais un peu conditionnée dans cette idée de, on a une vie qui est cool, nos enfants sont chouettes, on a une vie sympa. Donc, en fait, que demander de plus, si tu veux? Et à aucun moment, je m'étais dit, ouais, mais en fait, ce qui te manque, c'est peut-être ce soutien émotionnel, quoi. C'est toi. Ouais, c'est peut-être juste pour toi, pour que ta santé mentale, ça aille mieux, quoi. Et donc, en fait, de fil en aiguille, je me suis un petit peu documentée sur cette assoce. Ils avaient sorti un bouquin quelques années avant. Il a mis du plomb à arriver à Dubaï depuis les États-Unis. Et donc, je me suis jetée dessus et je me dis, il faut absolument que j'ai fini de le lire avant la naissance de mon enfant. Tu vois, vraiment la nana qui stresse. Et au final, mon petit dernier est né. Et en fait, donc, j'avais commencé à mettre en place les choses dont il parlait, ces choses-là. Et en fait, je me suis dit, en fait, il faut que je fasse davantage parce que moi, j'ai besoin de me construire un réseau. En fait, j'ai besoin de me construire un réseau de soutien parce que, encore une fois, j'ai pas ma famille ici. Je peux faire. Tu vois, il y avait cette idée de se dire, en fait, c'est faisable, mais clairement, je vais en laisser un bout de santé. J'ai pas envie. Tu vois, il y avait vraiment cette crainte qui commençait à germer. Et voilà. Et donc, du coup, ça a commencé comme ça. Je me suis rapprochée un peu de cette assoce. Il s'avère que c'est une assoce qui proposait des formations. Donc, c'était des formations en ligne, ce qui était génial. Puis après, j'ai appris qu'il y avait des formateurs qui étaient à Dubaï, qui faisaient des formations aussi en présentiel. Mais à l'époque, moi, je me sentais plus à l'aise pour parler de tous ces sujets-là, pour le faire en français. Donc, tu vois, je voulais voir s'il y avait des gens qui, en français, pouvaient parler de ces outils, nous permettre de rencontrer d'autres parents qui étaient dans cette démarche et tout. Et j'ai eu la chance d'avoir une formation qui commençait un peu après. Et j'ai adoré les concepts. Ça faisait sens pour ma famille, ça faisait sens pour moi, ça faisait du bien. Tu vois, il y avait ce côté... je prends soin de moi, tu vois. Et c'était drôle parce que à l'époque, je m'en rendais pas compte, mais en fait, c'est comme si, de façon assez subtile, tu commences quelque chose qui aujourd'hui, en fait, j'ai très bien compris, c'était le début d'une sorte de psychothérapie, mais qui était très douce, qui était pas invasive, qui était pas stigmatisée comme étant spéciale maman en burn-out, tu vois. C'était pas le point, c'était ce soutien qui était à la mesure de ce que toi, tu acceptais de recevoir, quoi. C'était hyper soft. Ça fait un bien fou. Et donc, de fil en aiguille, au bout de 6 semaines de formation, je me dis, ce truc est trop ouf. Et à l'époque, donc je rappelle le contexte. Donc j'ai un nourrisson avec moi. On est en plein Covid.
Et là, je me dis, ouais, il va falloir quand même tenir, là, parce que ça commence à... Il va falloir peut-être plus qu'une formation en ligne de 6 semaines. Et en fait, de fil en aiguille, je dis à mon mari, écoute, avec le Covid, les enfants sont à l'école à la maison. Moi, j'avais prévu de reprendre mon boulot après un congé mat. Là, clairement, en fait, il va y avoir une année blanche. En fait, il y a trop d'incertitudes. Encore une fois, moi, j'avais ce souci de laisser mes enfants à des nannies du coin. Il fallait en fait que moi je me pose un peu, etc. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu serais OK pour qu'en fait je fasse 1 an de formation au sein de cette organisation pour derrière potentiellement moi-même devenir formatrice. Donc au début il me dit, non mais Sophie, tu seras pas formatrice, t'as un job à côté. En fait non, enfin surtout qu'il est pas cohérent. Je lui dis, OK, d'accord, je vais pas te le vendre comme ça, et je te le vends comme 1 an, ou pendant 1 an, je vais recevoir, moi, du soutien émotionnel toutes les semaines sur un truc qui est validé scientifiquement et qui, au pire du pire, me fait du bien à moi. Imagine, ça foire, j'arrive pas à le mettre en place avec les enfants, au pire, ça me fait du bien à moi. Donc là, vendu comme ça, c'est mieux passé. Effectivement. C'est impossible de dire non. Ouais, exactement. Faire un peu de marketing, c'est important dans le couple parfois. Et au final, mon mari avait raison dans le fait qu'évidemment, j'ai repris mon boulot derrière. Mais là où il avait pas raison, c'est que je suis quand même devenue formateur. Donc tu vois. Ouais. Au final, en fait, moi, j'ai été vachement portée par cette approche. C'était, tu vois, il y avait. Ce qui était génial, c'est qu'il y avait cette idée où tu vois, dans toute cette formation, dans cette approche, en fait, tu commences là où t'es. Il y a pas de, il y a très très peu d'injonctions. Il y en a pas en fait. Il y en a pas. Et en fait, pareil au niveau de tes enfants, il y a cette idée que ton enfant, en fait, il est pas capricieux, il est pas menteur, il est pas je sais pas quoi. Ton enfant, il est intrinsèquement, en fait, il est bon. Mais par contre, parfois pour lui, ça fait trop. Et tu vois, encore une fois, tu vois, on retombe sur les circumstantial child. J'étais là à me dire, oui, évidemment que ça fait trop. Évidemment que ton gamin, que tu déracines d'un pays pour le mettre dans une autre, évidemment qu'il va péter un cap pendant 2-3 mois quand on arrive. En fait, c'est logique quand il pense, quoi. Et le fait il y avait toute une partie dans cette formation où vraiment tu comprenais comment fonctionnait le cerveau d'un enfant et même d'un adulte. C'est une approche qui est aussi, on appelle en anglais trauma informed. Ça veut dire que ça prend en compte les traumas que tu peux avoir étant enfant, etc. Et en fait, en apprenant en fait tous ces concepts qui moi m'étaient complètement étrangers, c'est pas ma formation. En fait, tu regardes ton enfant avec quand même vachement plus de compassion. Donc, t'es plus dans le jugement de putain, mais vous saoulez les enfants, on est à Dubaï, c'est la fête, il y a la piscine dans le jardin, vous êtes pas foutus d'être heureux. En fait, tu arrêtes avec ce discours et tu commences à dire, mais en fait, mais je comprends tellement ce qui se passe dans ta tête. Évidemment, en fait, que c'est compliqué pour toi. Et la façon dont derrière tu vas poser des limites, dont tu vas réagir aux crises, etc. En fait, elle est beaucoup plus efficace, elle est beaucoup plus intelligente parce qu'il y a une espèce de compréhension émotionnelle qui est beaucoup plus authentique et beaucoup plus juste pour l'enfant, quoi. Donc tu vois, voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et à l'époque, j'avais pas de désir particulièrement de m'investir davantage là-dedans. Je me disais, en fait, trop cool ce que j'ai appris, évidemment. Moi, j'ai envie de le redonner à ma communauté à Dubaï. Donc, j'étais heureuse d'en parler. Dans les sacs de maman, j'étais heureuse de diffuser ça, tu vois, on avait créé un sac de parents dans l'école des enfants. Donc, le vendredi, on a invité les parents qui voulaient et en fait, j'avais repris le format des groupes d'écoute, etc. C'était génial, c'était extraordinaire. C'était trop bien. Et moi, ça me suffisait. Donc, tu vois, je donnais des formations aux parents parce qu'il faut savoir que dans ces approches-là, en fait, quand tu es formateur, tu reçois autant que les parents, puisqu'en fait, l'écoute que tu enseignes, tu la reçois aussi de la part des parents que tu formes. Donc, c'est vraiment très chouette. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça, par rapport au boulot que je fais, mais je trouve ça tellement plus impactant au niveau de la communauté, de ta communauté, je trouve ça tellement impactant au niveau de ta famille, etc. À un moment donné, il va falloir que j'en fasse un truc. Donc, tu vois, j'avais cette idée en tête. Ouais. Donc, ça a commencé. Ça avait germé, déjà. Ouais, j'avais jamais imaginé ça. Donc, j'ai commencé petit et j'ai commencé avec, petit. Non, pas vraiment petit, mais j'ai commencé avec les ressources que j'avais. Donc, moi, j'ai un background plutôt business. Et en fait, je me suis dit, en fait, il y a un bouquin qui, pour moi, était le bouquin de cette approche qui a été transformateur. Et je me suis dit, mais ce bouquin, il est arrivé dans ma main 10 ans ou 15 ans trop tard. Parce qu'en fait, à l'époque, en France, on ne connaissait pas. Et je me suis mis en tête de faire en sorte que ce bouquin soit disponible dans les librairies en France. Donc, tu vois, c'était un truc vraiment qui était ancré en moi. Et en fait, pitcher ce genre d'idée à une maison d'édition, pour moi, c'était, faire un PowerPoint et après réseauter, etc. Pour moi, c'était pas très compliqué. On a eu énormément de chance à travers notre réseau Indinet français, etc. Et en fait, je résume très rapidement, mais 2 ans plus tard, le bouquin est sorti chez Lattès, super maison, sponsorisé par une super psychothérapeute. Bon, c'était trop bien. Donc tu vois, ça, je me suis dit, trop bien, ça s'est fait. Je me suis donné cet objectif. Maintenant, il y a plein de parents qui peuvent le lire. Il est sorti en poche, il est sorti en audiobook, trop bien. Et puis après, je me suis dit, ok, avec ma carrière, je fais quoi maintenant ? Parce qu'en fait, ça, je peux le faire.
Il y a clairement une demande, il y a une demande en France. Qu'est-ce que j'en fais? Et du coup, quand on est rentré en France, j'étais un peu partagée en me disant, je peux continuer ma carrière, donc en soi très intéressant, en domaine environnemental. Effectivement, ça fait du bien à la planète, ce que je fais tous les jours. Donc il y avait un sens. Puis il y avait ce côté-là quand même qui continuait à me titiller. Et il s'avère qu'en fait, en France, il est quand même très difficile de proposer des accompagnements, surtout quand tu es sur le domaine de la santé mentale, sans avoir une qualification qui soit reconnue, vraiment de façon officielle. C'est très compliqué. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me dire, OK, donc c'est quoi la qualification qu'il faut avoir? Donc j'ai commencé à essayer de comprendre c'est quoi la différence entre un psychothérapeute, un psychiatre, un psychanalyste, un psy, je sais pas quoi. Tu vois, j'ai commencé à me renseigner là-dessus et il s'est avéré que dans mon cas à moi, par rapport à ce que j'avais envie de faire derrière, voilà, c'était cette étiquette de psychologue clinicien quelque part qu'il fallait que j'obtienne et qui me permettrait de continuer à offrir des ateliers aux parents, de pouvoir offrir aussi à terme des consultations que je suis pas habituée à donner, habilitée à donner, pardon. Moi, je fais juste de la formation, je suis formatrice. Et là, je me suis dit, en fait, c'est trop cool, tu peux aller plus loin. Tu peux aider des parents qui sont dans des conditions qui sont plus complexes, où tu peux accompagner de la neuroatypie ou autre chose que je ne peux pas faire aujourd'hui. J'ai pas les connaissances. Et ça m'a vraiment, vraiment travaillé, si tu veux. Donc, ouais, j'étais vraiment, je me suis dit, en fait, ce serait quand même plutôt cool. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était une idée, mais en fait, ça pouvait être aussi une réalité. Et voilà, j'ai commencé à réfléchir à ça. C'est une décision énorme au niveau famille, parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des études comme ça, tu les fais plutôt en France, que c'est quand même en France, on a un pays incroyable au niveau des études, c'est que c'est tellement sponsorisé et financé par l'État qu'en fait, c'est facilement un tiers du prix que ce que tu pourrais payer à l'étranger. Donc, c'était quand même un élément important parce que moi j'allais perdre mon salaire et puis devenir étudiante, donc tu vois, ça se travaille et c'est un projet qu'on a mûri sur moi je l'ai mûri sur 5 ou 6 ans, tu vois, ça a mis beaucoup de temps, parce que je voulais m'assurer que c'était pas juste un, tu vois, comme quand tu découvres une passade, un le next shining thing. Je voulais être sûre que ce soit plus que ça. Donc il y a eu beaucoup d'écoutes, n'est-ce pas, sur ce sujet, beaucoup de avec des gens qui étaient, avec des psys, avec des gens qui étaient passés par diverses formations en me disant moi qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ça a participé du fait aussi que le retour en France était assez évident, si tu veux. Donc tu vois, les choses se sont un peu alignées comme ça, et voilà. Et donc du coup, pour faire une réponse beaucoup trop longue à ta question, mais non. j'ai décidé effectivement de m'engager. Alors là, tu vois, on est au mois de mai quand on enregistre cet épisode. J'ai pas les réponses. Je sais pas encore si je suis prise. Je sais pas si il faut que je commence en première année ou si j'ai les. Tu as fait ton dossier Parcoursup pour l'année prochaine. Alors ça c'est important. Sache que je ne relève pas de Parcoursup. Je suis trop vieille. Parcoursup, c'est pour les formations initiales, et quand on est vieux et déjà un peu diplômé, en fait, on relève de la formation continue. Donc en fait, c'est des procédures qui sont propres à chaque université. Mais effectivement, par erreur, je me suis quand même inscrite sur Parcoursup, mais je crois que ça sert à rien. Voilà. Mais voilà, tu vois, là, je sais pas, j'espère que ça va marcher, je croise les doigts. Et puis j'espère que ça pourra se faire. En tout cas, ça me fait très envie, ça me fait juste rigoler de me dire que je vais être en cours avec des gens qui ont 1 an de moins que ma fille. Mais oui, c'est clair. Ça, c'est particulier. C'est courageux, c'est bien. Mais ouais, non, c'est cool. Et en fait, surtout, voilà, là où on est, et c'était une des raisons pour laquelle on a choisi de s'installer à Lille, c'est qu'en fait, l'université dans laquelle je postule, c'est une université qui est alignée avec toutes les valeurs et toutes les choses que j'ai appréciées dans les programmes de Haninen, parce que c'est important. Et c'est une approche qui est très positiviste, donc vraiment fondée scientifiquement, et qui est en lien avec la façon dont moi j'ai envie d'explorer les choses aussi. Trop bien. Écoute, bravo. Un grand bravo. On suivra tout ça avec beaucoup d'intérêt. Puis je mettrai le lien pour retrouver peut-être le chapitre français ou le chapitre local, peu importe où vous êtes, de Hand in Hand, ouais, carrément, dans la description de l'épisode. Comme ça, vous pouvez aller jeter un œil si tout ça vous parle. Malgré tout, tu es très aligné, tu as l'air d'avoir trouvé aussi vraiment ce qui te fait vibrer et tout au quotidien, mais t'évoques l'idée de repartir, en tout cas quand on a parlé, c'est un atterrissage temporaire pour toi. Est-ce que ce serait de nouveau avec les enfants? J'ai envie de dire oui, parce qu'il y en a quand même des tout petits. Et est-ce que tu peux me parler justement, peut-être pour terminer, de ton rapport à la mobilité, justement? Comment est-ce que ça a évolué avec ta maternité et ta parentalité? Oh la vache. Alors oui, effectivement, il y a, pour moi actuellement, c'est dur de me projeter dans une vie où on est ad vitam aeternam en France. Donc ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi, juste parce qu'en fait, je n'ai jamais eu besoin de. Enfin voilà,
j'ai ce besoin de me dire et si on repartait, tu vois, c'est ancré en moi. Et puis c'est ancré aussi chez mon mari, donc on est quand même deux à pousser. Donc au bout d'un moment, tu vois, il se passe des choses. Donc ouais, il va y avoir ce qui est certain, c'est que nos enfants vont arriver à dosage où en fait, il est beaucoup plus la relation qu'on a avec eux, ou l'accompagnement dont ils ont besoin, je pense, est très très subtil. Donc il s'agit pas d'être dans l'ultra présence, dans l'envahissement ou autre, mais malgré tout, il y a cette idée de se dire que un ado, un jeune adulte, il a besoin quand même d'une façon ou d'une autre d'un lien qui est assez fort, qui est nourrissant, qui est un lien soutenant, et ça, j'ai pas envie de louper non plus voilà, j'ai pas envie de louper le truc. Je sais absolument pas comment les choses vont se passer, mais ce qui est certain, c'est que ce serait très étonnant qu'on parte autre part qu'en Europe. Croisons les doigts si nos enfants décident de faire leurs études en Europe. Donc tu vois, il y a cette idée chez moi où clairement, voilà, c'est la limite que je me poserais, c'est de me dire en fait, j'ai envie d'être là et j'ai envie que nos enfants ils aient cette sécurité de se dire, bah en fait les parents, en fait ils sont là au cas où. Tu vois, je suis à l'échelle du continent, donc je suis quand même assez relax, hein, mais il y a quand même l'idée de se dire, voilà, mes parents sont pas en Uruguay et puis moi je suis dans une école qui ne va pas du tout aux Pays-Bas, tu vois. J'ai pas envie de ça. Ça me plairait pas. Donc ça c'est une première chose. Donc au niveau de la parentalité, voilà, moi il y a encore des tout petits, donc de toute façon, ce qui est sûr c'est que voilà, on les prendra avec nous dans nos bagages. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce serait dur pour moi de les remettre en système autre que français. Je pense qu'ils ont fait leur taf là-dessus. Ils ont montré une résilience vraiment qui est admirable à mes yeux. Voilà, j'ai envie que au moins on leur offre le fait de rester dans le même système. C'est déjà difficile quand tu es en lycée français à l'étranger pour te réadapter au lycée français en France. Donc en fait c'est ok. Ça j'ai acté. J'avais pas pris conscience de ça, donc ça c'est une erreur que je répéterai pas. Et je prendrai vraiment le temps de préparer ça mieux avec les écoles. Donc ouais, donc c'est ça notre truc. Et moi, je me dis, tu vois, je suis un peu partagée en ce moment parce que j'ai ce désir qui est de se dire, en fait, what's next? C'est vrai. Et tu vois, moi, mon prochain objectif, évidemment, c'est de me créer mon réseau professionnel ici en France, d'aller au bout de ce diplôme universitaire. Évidemment, j'ai plein de projets aussi en France, niveau professionnel, niveau recherche, autres, mais voilà, ça va pas prendre toute ma vie. Je l'envisage pas comme ça. Et puis la mobilité est quand même très forte aujourd'hui. Je pense qu'il y a des projets que je peux suivre à distance. Et après, derrière, la façon dont je me projette actuellement, c'est de me dire, moi j'ai envie de voyager, mais après, est-ce que je vais pas atteindre un âge, tu vois, moi j'ai 40, je sais pas quel âge j'ai 42, un truc comme ça. J'arrive à un âge, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, moi en tant qu'adulte, en tant que couple, etc., je vais pas avoir besoin aussi de me réancrer? Est-ce que nous, on a envie, tu vois, on parle de third cultural kids, en fait, ça existe aussi, third cultural adults. Ça existe aussi, en fait. Et nous, on est en train de devenir ça avec mon mari quelque part. C'est-à-dire que on devient des adultes qui, alors ouais, on a des potes partout dans le monde. Alors là, clairement, dans les dîners, c'est fabuleux, on peut se la péter, mais globalement, en fait, avec qui tu veux vivre quand t'as 50 ans, 60 ans, etc. Tu vois, c'est important de se projeter, de se dire, mais en fait, c'est avec qui mes potes quand j'aurai 60 balais, avec qui je vais aller me... Bah, tu vois, et ces questions sont vachement importantes. Et c'est pas à 60 ans que tu te les poses, en fait. Il y a un moment donné où il faut te dire, bah, en fait, moi, j'ai envie quand même de me créer mon petit coucou. Dans quel pays je vais me le créer? Par rapport à mes enfants, comment je me crée? Et donc là, j'ai zéro réponse, j'ai que des questions. Mais c'est bien, c'est nourrissant aussi de se poser des questions, ça permet d'avancer. Oui, absolument. Mais écoute, c'est super intéressant. Je te dis un immense merci pour tous ces éclairages, pour ton parcours, pour ton partage de ton parcours, pardon. Généralement, je pose une petite question traditionnelle pour terminer. C'est si tu pouvais revenir en arrière, pas forcément pour réécrire l'histoire, mais que tu pouvais te chuchoter un petit truc au creux de l'oreille, tu te dirais quoi? Est-ce que ce serait par rapport aux écoles ou est-ce que ce serait par rapport à autre chose? Parce que ce serait très simple. Ce serait du jour où je suis devenue maman, en fait, j'aurais mérité un soutien émotionnel, mais au moins à partir de ce moment-là. Et ça, mais je regrette, j'ai mis 15 ans à me le dire. 15 ans où je comprenais pas, je trouvais ça parfois un peu dur et autre, puis je me disais, bah non, t'as pas le droit de trouver ça dur, ta vie est cool. Mais en fait, non. Et ça, c'est un truc, mais je rêverais que toutes les mamans et tous les papas se le disent. En fait, c'est ok d'avoir besoin d'un soutien. Ça veut pas dire qu'on est fou, ça veut pas dire qu'on est en dépression. En fait, c'est un droit universel, ce soutien émotionnel pour les parents. Voilà, donc c'est ça que je me dirais, que tu as le droit d'avoir ce soutien-là. Voilà. Eh ben c'est très bien. Merci beaucoup. Et je pense qu'effectivement, comme tu dis, c'est un droit universel et donc c'est important d'en parler. Je te dis un grand merci, Sophie. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à bientôt. Oui, salut Anne-Fleur.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Sophie pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble et un grand merci à Anne-Sophie de nous avoir mises en contact. La semaine prochaine, je vous propose un autre témoignage tout aussi passionnant, celui de Cédric. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Vouloir faire le bien, ça n'ouvre pas toutes les portes et ça n'ouvre pas tous les bras. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on arrive et qu'on dit voilà, moi je vais faire une école dans votre village, on va continuer l'école du missionnaire dans le village, que d'un seul coup les gens vont vous aider et en tout cas pas au Brésil. Et je me suis retrouvé finalement avec quelques ennemis. Alors j'avais jamais eu d'ennemis dans ma vie, avec la politique là-bas était très très forte et très très corrompue. Et donc je me suis retrouvé avec comme ça plein de soucis, à tel point que la seule façon pour arriver à ne serait même pas continuer son école c'était déjà fini, mais au moins pouvoir en recréer une autre, il fallait que j'aille vivre sur place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie à nouveau d'être là chaque semaine, ça compte énormément pour moi. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.